couple vivant en Géorgie a accueilli son 10e enfant en l'espace de moins d'un an en janvier 2021. Kristina Ozturk a 23 ans et est déjà mère de 11 enfants. La jeune femme russe et son mari Galip Ozturk, un homme d'affaires d'origine turque de 56 ans, ne comptent pas en rester là. Kristina a même jusqu'à évoquer un maximum de 105 enfants sur son compte Instagram. Un nombre aléatoire, a-t-elle toutefois reconnu. Je ne sais pas combien il y en aura au final, mais nous n'avons certainement pas prévu de nous arrêter à 10, affirme la jeune maman. Ils ont cependant décidé d'attendre que les premiers aient un peu grandi avant de faire un nouveau appel à des mères porteuses. Et pour mener leur projet à bien, le couple est prêt à dépenser ce qui sera nécessaire. Le coût de chaque grossesse s'élève à 8 000 euros. En Californie, cette industrie est célèbre pour vouloir repousser les limites. C'est grâce à la Californie que nous avons eu Nadia Suleiman, alias Octomom, qui avait accouché d'octuplé en 2009 après avoir été implanté de 12 embryons par un médecin. Michael Kamrava, qui verra sa licence révoquée et sera interdit d'exercice. Et c'est aussi en 2009 que Surogenesis, une agence de GPA de Modesto, escroque ses clients à hauteur de plusieurs millions d'euros, laissant certains parents d'intention sur la paille et dans l'incapacité de rémunérer leur mère porteuse. À l'époque, un article de New York Times révélait qu'une femme enceinte de jumeaux et forcée à l'alitement avait reçu un avis d'expulsion. Le couple qu'il avait engagé comme mère porteuse n'ayant plus les moyens de la dédommager pour sa perte de salaire induite par sa grossesse à risque. 3 ans plus tard, en 2012, c'est une célèbre avocate spécialisée dans la GPA, Teresa Eriksson, qui est condamnée à de la prison ferme pour avoir organisé un trafic d'enfants international. Eriksson, ex-membre du conseil d'administration de l'American Fertility Association, avait recruté des mères porteuses avant de les envoyer en Ukraine où des médecins leur avaient implanté des embryons issus des gamètes de donneurs. Ensuite, les bébés étaient proposés à l'adoption. Eriksson expliquait aux adoptants que les enfants étaient issus de GPA dont les parents d'intention s'étaient rétractés. Eriksson avait touché entre 95 000 et 140 000 euros par bébé. D'après sa condamnation, elle avait déclaré à NBC San Diego que son cas ne représentait que la pointe de l'iceberg, dans un secteur corrompu de bout en bout. Les techniques de PMA et de GPA créent des embryons dits surnuméraires. Ce sont des embryons supplémentaires lorsque le cycle de stimulation ovarienne produit plus d'embryons que nécessaire. Ces embryons surnuméraires sont conservés par congélation. En France, plus de 220 000 embryons sont congelés et stockés au 31 décembre 2015. Source agence-biomédecine.fr. La légalisation de la congélation d'embryons humains est un mal car elle ne respecte pas l'être humain dès le commencement de sa vie comme le réclame notre Code civil. Le législateur semble en avoir été conscient puisqu'il a tenu à préciser, compte tenu des techniques médicales, le législateur doit rendre la loi cohérente avec les valeurs fondamentales de notre société. C'est pourquoi l'interdiction de la congélation d'embryons humains doit être effective. Par ailleurs, la possibilité pour un couple de consentir à ce que les embryons non transférés ni conservés soient utilisés pour la recherche conduit à contourner l'interdiction de production d'embryons pour la recherche. En effet, toute tentative d'AMP inclut des embryons surnuméraires dont certains ne seront jamais transférés du fait d'une qualité jugée insuffisante ou par abandon de projet parental. Dès le départ, ces tentatives semblent donc orienter la production de certains embryons surnuméraires à des fins de recherche, comme le suggère un rapport parlementaire. Source. La FIV produit donc un grand nombre d'embryons surnuméraires congelés. Source. Précieuse de cellules. ES pour la recherche. Peut-on lire dans le rapport Fagnier P.L. Cellules souches et choix éthiques, la documentation française 2006, page 52. Il existe 3 types de recherche comme pour toutes les recherches biomédicales. La recherche fondamentale est destinée à comprendre le développement précoce de l'embryon et ses perturbations éventuelles. Certains travaux peuvent être effectués sur des modèles d'animaux, mais dès ce stade, il existe des différences entre la souris, le poisson zèbre et l'homme. La recherche sur des embryons humains est donc aussi nécessaire. La recherche préclinique consiste quant à elle à développer de nouvelles méthodologies et procédures pour une éventuelle utilisation ultérieure à visée thérapeutique. Il peut s'agir de corriger des mutations génétiques
comme l'ont montrent plusieurs travaux expérimentaux récents utilisant CRISPR-Cas9. On peut aussi chercher à améliorer les techniques de procréation médicalement assistée, PMA, par exemple en testant de nouvelles conditions de cultures embryonnaires ou en identifiant des marqueurs biologiques permettant de caractériser les embryons ayant les meilleures chances de se développer. Rappelons qu'aujourd'hui, les chances de succès de la FIV varient entre 17% et 30%, ce qui est faible, et des dizaines de milliers d'embryons sont inutilement conçus et transférés chaque année en France. Quel que soit pour les recherches fondamentales ou précliniques, les embryons ne sont pas transférés dans l'utérus et sont donc détruits. Ces recherches sont soumises à l'autorisation de l'Agence de la biomédecine ABM. Depuis 2015, la loi française permet en revanche que des embryons ayant fait l'objet d'une recherche à l'occasion d'une PMA soient transférés dans l'utérus quand les conditions sont réunies. Ces recherches assimilables aux recherches cliniques faites aux autres étapes de la vie sont soumises à l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ANSM. Enfin, il est possible de prélever des cellules souches pluripotentes sur un embryon dans le but de mener des recherches fondamentales précliniques ou cliniques, par exemple pour mettre au point de nouvelles méthodes de thérapie cellulaire. Mais dans ce cas, la finalité de la recherche n'est plus l'embryon lui-même. Actuellement, ce sont les centres de PMA qui conservent les embryons destinés à la science. Ce n'est pas leur vocation. Les chercheurs manquent d'interlocuteurs et de données scientifiques et de données spécifiques pour avoir accès sereinement et de façon transparente aux embryons. Cela doit changer. Un centre dédié à la gestion de ces embryons pourrait par exemple être créé dans les principales grandes villes françaises. Cela permettrait de mieux caractériser les embryons et d'informer les donneurs sur les différents types de recherches envisagées afin qu'ils puissent s'exprimer sur celles auxquelles ils consentent. On pourrait aussi souhaiter qu'une meilleure information soit donnée sur les résultats des recherches qui ont été réalisées. Actuellement, les embryons peuvent être conservés 7 jours en France pour être étudiés. Dans d'autres pays, comme au Royaume-Uni, c'est 14 jours. Plusieurs pays autorisent la création d'embryons à des fins de recherche comme la Belgique, le Royaume-Uni, la Suède, la Russie, le Japon, etc. Après avoir autorisé depuis 1990 l'utilisation d'embryons dans la recherche sur la procréation, la Grande-Bretagne ouvre une brèche en acceptant d'utiliser les embryons comme source de cellules souches capables de fournir des tissus humains à volonté. L'article de Libération datant de 2000 continue en ajoutant « À en croire les déclarations faites par Andra Fischer, le ministre allemand de la Santé, l'Allemagne ne devrait pas rejoindre de sitôt la position britannique sur le clonage thérapeutique. Appelant à ne pas prendre des décisions précipitées sous la pression de la Grande-Bretagne, elle souligne que l'argument de l'utilité ne suffit pas en soi. Il faudra toujours peser le pour et le contre face à un possible danger. Et il y a précisément un grand danger si nous permettons que les embryons deviennent du matériel pour les scientifiques. La ministre souligne que le besoin d'embryons ne pourra qu'augmenter et que la question se posera de savoir où les trouver. Les Britanniques, qui ont déjà travaillé sur 48 000 embryons surnuméraires conçus pour la procréation assistée et 118 embryons fabriqués pour la recherche, envisagent de se tourner vers le clonage par transfert de noyaux dans un ovocyte ou de généraliser la fécondation in vitro. Des techniques qui déplacent le problème. D'où viendront ces ovocytes? S'inquiète André Bouet, membre du comité consultatif national d'éthique. Il va falloir trouver des donneuses, alors avec le risque de susciter un véritable commerce, voire un trafic d'ovules. En Espagne, les patients qui ont terminé leur cycle de PMA à l'Institut Marquès peuvent décider du destin des embryons qui restent. Ils ont ainsi la possibilité d'opter entre la conservation si une nouvelle grossesse est envisagée, les détruire, les donner à la recherche ou à d'autres couples, mais si aucun choix n'est fait. En Espagne, selon la loi, après 2 relances sans réponse de la part des patients, ceux-ci laissent la décision entre les mains du centre médical et les embryons sont à la disposition des cliniques. Explique l'Institut Marquès qui a donc choisi de les proposer à d'autres. Avantage pour les couples touchés par une double infertilité, l'adoption d'embryons est une étape plus avancée dans le processus que le don de gamètes. Avec le don d'ovocytes et de sperme, il faut d'abord passer par l'étape de la fécondation et du développement embryonnaire. Le don, accueil d'embryons est sans doute la technique de procréation médicalement assistée PMA la plus confidentielle en France. Chez nous, en 2013, 18 centres sur un peu plus d'une centaine la proposaient. Les bébés qui ont vu le jour grâce à elle ne représentent que 0,2% des enfants nés d'une PMA. Source leparisien.fr.
En Espagne, il est possible d'adopter des embryons. La recherche et les traitements s'alimentant des produits du corps humain qui possèdent une importante valeur spéculative liée à l'étendue des promesses qui leur sont associées. L'utilisation d'embryons surnuméraires à des fins expérimentales trouve sa légitimation dans l'idée qu'il ne faut pas gaspiller ces précieuses ressources vitales. Donna Dickinson, Property in the Body, Féministe Perspective, Cambridge, New York, Cambridge University Press 2007. En plus du recyclage des embryons humains, la médecine régénératrice justifie l'instauration d'une logique de récupération des déchets organiques allant des prépuces des bébés circoncis au sang des cordons ombilicaux en passant par le sang menstruel. Source: Catherine Waldsby, Robert Mitchell, Tissue Economy, Blood Organs and Cell Lines in Late Capitalism, Durham, Duke, University Press 2006. En Israël, deux équipes ont réussi dans des conditions in vitro à commander à des cellules souches embryonnaires ce qui est différent des embryons de devenir du muscle, notamment cardiaque, mais également des cellules hématopoïétiques dont nous ne savons pas si elles pourraient s'établir in vivo après leur transplantation chez un malade, et aussi récemment des cellules vasculaires appelées cellules endothéliales. Je vous rappelle que ces cellules souches embryonnaires sont prélevées sur un embryon 6 jours environ après la procréation à partir de la masse cellulaire interne qui se trouve au fond de la cavité de l'embryon qui à ce stade a la forme d'un kyste, d'où son nom de blastocyste. Nous savons qu'en Chine, les progrès sont importants. Cependant, aucune publication n'est parue dans une revue scientifique. Les cellules souches embryonnaires incarnent l'espoir de combattre les maladies dégénératives en favorisant la régénération des cellules et des tissus. Une partie des travaux qui ont eu lieu sur les cellules souches embryonnaires est de contrer la dégénérescence biologique liée au vieillissement. La médecine régénératrice s'apparente à une forme de cannibalisme technoscientifique. Afin d'éviter le gaspillage des ovules et des embryons, plusieurs pays dont le Royaume-Uni ont instauré des infrastructures institutionnelles facilitant l'utilisation de ces surplus à des fins de recherche par le biais de dons. L'État de New York est devenu en 2009 le premier État à autoriser et à financer la production d'ovules pour la recherche. Rob Stein, New York to pay women who give eggs for stem cell research. The Washington Post, 26 juin 2009. La recherche sur l'embryon humain soulève des oppositions éthiques car elle porte atteinte non à une chose mais à une personne humaine potentielle qui ne saurait donner lieu à instrumentalisation. C'est pourquoi la loi du 29 juillet 1994 a interdit les expérimentations sur l'embryon et seulement autorisé les études ne lui portant pas atteinte. Lorsqu'il y a à nouveau débattu du sujet en 2004, le législateur, devant les perspectives thérapeutiques qu'offraient de telles recherches, a cependant fait sienne la proposition avancée par le Conseil d'État dans son étude de 1999, maintenir le principe de l'interdiction des recherches sur l'embryon humain, tout en ouvrant une période de 5 ans pendant laquelle de telles recherches pourraient être autorisées sous conditions. Le caractère dérogatoire et temporaire de ce régime était justifié par la volonté de ne pas porter atteinte à des embryons humains constitués en vue d'une assistance médicale à la procréation que pour des motifs majeurs d'intérêt général et par l'existence d'autres pistes de recherche, laissant espérer qu'à terme, il serait possible de passer des recherches sur l'embryon. Le régime actuellement applicable aux recherches sur les embryons conçus in vitro et sur les cellules souches qui en sont issues est énoncé par l'article L.2151-5 du Code de la santé publique et s'articule en 3 temps. Le rappel du principe posé par la loi de 1994 de l'interdiction de la recherche sur l'embryon. La reconduction de l'exception posée en 1994 pour les études ne portant pas atteinte à l'embryon menées avec le consentement de l'homme et de la femme. Source: les notions d'étude et de recherche ne sont pas définies. En outre, les alinéas 4, 5, 6 et 7 de l'article L. 2151-5 du Code de la santé publique ne font référence qu'aux recherches alors qu'ils sont indiqués comme étant également applicables aux études.
Enfin, un titre dérogatoire et temporaire, l'autorisation des recherches sur l'embryon et les cellules embryonnaires sous certaines conditions. Actuellement, il n'est légalement possible de concevoir en France des embryons in vitro que dans le cadre d'une procédure d'assistance médicale de la procréation, article L 2141-3 Al.1, destiné à répondre à la demande parentale d'un couple. En outre, la conception in vitro ou la constitution par clonage d'embryons humains à des fins de recherche ou à des fins industrielles ou commerciales est expressément interdite. Article L.2151-2 et L.2151-3. En conséquence, le Code de la santé publique ne permet de mener des recherches sur des embryons que si ceux-ci ont été conçus dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, mais ne font plus l'objet d'un projet parental. La loi vise à assurer que l'utilisation d'embryons humains à des fins de recherche ait un caractère subsidiaire par rapport aux autres possibilités. Le consentement écrit du couple à l'origine de l'assistance médicale à la procréation doit avoir été recueilli postérieurement à la fin du projet parental après un délai de réflexion de 3 mois. Source. Il existe toutefois 2 exceptions au délai de réflexion de 3 mois. Cas du diagnostic sur l'embryon d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment de ce diagnostic. Dernier alinéa de l'article L 2131-4. Et cas des embryons non susceptibles d'être transférés ou conservés. Troisième alinéa de l'article L 2141-3. Après que les membres du couple ont été dûment informés des possibilités d'accueil par un autre couple ou d'arrêt de la conservation des embryons, ce consentement est révocable à tout moment. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.